Pourquoi les distributeurs de soins de santé affichent une croissance prometteuse au T1 pourraient afficher une croissance prometteuse au T1 2025? C'est ce qu'il fallait écrire. Ok. Le premier trimestre 2025 s'annonce particulièrement dynamique pour les distributeurs de soins de santé, avec des prévisions de croissance des bénéfices par action impressionnantes. Et quand je parle ici de distributeurs de soins de santé, je parle de McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen. C'est un oligopole. Ces trois entreprises détiennent plus de 90% de parts de marché dans ce segment. Et c'est un maillon essentiel dans la chaîne d'approvisionnement du médicament. Posez-vous la question, comment est-ce que le médicament quitte des magasins de Johnson & Johnson vers la pharmacie du coin de la rue? Et je dis essentiellement ici, c'est une vue purement nord-américaine parce qu'en Europe, vous n'avez pas ce genre de choix. Enfin, je ne connais pas tous les pays, comment est-ce que ça fonctionne. Moi, je vais me limiter ici en Amérique du Nord. Ici, on a des distributeurs. Point barre. Donc, ce secteur, au cœur de la chaîne d'approvisionnement médical, montre une résilience et une capacité d'adaptation qui mérite qu'on s'y attarde. Pour dire simplement, dans ce secteur d'activité, c'est essentiellement de la logistique. Essentiellement, c'est de la logistique. Et donc, les économies d'échelle, c'est très important. Plus on est gros, mieux c'est. Donc, les distributeurs de soins de santé devraient voir leur BPA bondi de 24 à 25% par rapport à l'année précédente au T1 2025. Cette progression remarquable n'est pas le fruit du hasard. Elle s'appuie sur une combinaison gagnante, à savoir une efficacité opérationnelle renforcée, une utilisation stratégique des capitaux et une expansion continue des services de distribution pharmaceutique. Ces éléments permettent aux entreprises du secteur de tirer leur épingle du jeu dans un environnement pourtant exigeant, et dit bien exigeant. Et quand vous allez voir les marges de ces entreprises, pour ceux qui ont généralement ici une limite au niveau des marges, je ne veux pas acheter une entreprise qui a moins de 10% de marge bénéficiaire ici, etc., sans même vous poser la question de savoir est-ce que l'industrie le permet? Parce que vous allez tous vous retrouver avec les mêmes types d'entreprises dans la même industrie et avec très peu diversifiés. Donc, ceux qui font des screeners par rapport aux bénéfices nets, au free cash flow, des marges d'un certain pourcentage, bon, c'est bien quand on débute parce qu'on ne connaît pas grand-chose ici. Mais faites des screeners par rapport aux industries et allez-y ligne par ligne ici. Vous pouvez prendre un revenu, marge brute, enfin, prenez généralement ici prenez des entreprises qui sont rentables. Par exemple, si je vous montre mon screener, par exemple, ce que je ne fais pas souvent, quand je fais pas souvent, je ne fais pas de screening. Donc, pour moi, généralement, je prends une industrie de manière générale et je regarde à peu près toutes les entreprises du secteur d'activité, ligne par ligne, et je me fais ma watchlist tranquillement. Ok, après ça, je vais aller lire les rapports financiers. Il est très basique. Market cap, 1 milliard. EBITDA supérieur à 0. EBIT supérieur à 0. ROIC supérieur à 0. Net income margin supérieur à 0. Point. Aussi simple que ça. Et une fois que je clique dessus, bon, ici, vu qu'on parle ici du segment ici, des distributeurs ici de produits pharmaceutiques, on valide. Malheureusement, il n'y a pas une industrie sur Coifin appelée distributeur de produits pharmaceutiques. Non, c'est Healthcare Provider and Services. Donc, vous allez retrouver à l'intérieur des entreprises comme des compagnies d'assurance, comme United Health, qu'on n'appelle pas... C'est pas des compagnies... Enfin, on les appelle compagnies d'assurance par abus, mais ils ont un nom très particulier. Ce sont des gestionnaires de soins de santé, on va le dire comme ça. OK? Donc, vous avez United... Enfin, on parle ici des distributeurs, donc ça ne concerne pas ces entreprises. Ça ne concerne pas UNH, ELV ou bien CI. Ça concerne McKesson, HCA et Cencora, parce que Cencora, c'était AmerisourceBergen avant. Donc, ça concerne uniquement ces trois entreprises-là qui, comme je l'ai dit, qui détiennent 90% du secteur de l'industrie de manière générale. Donc, c'est Cencora, Cardinal Health et McKesson. Donc, la note que je vous présente ici concerne uniquement ces différentes entités. Et vous allez voir que les marges de ces entreprises ne sont pas élevées. Ici, vous avez devant vous les marges bénéficiaires moyennes de McKesson. Moins d'1%. L'EBITDA est inférieur à 1%, mais avec un ROIC de près de 67%. Juste ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tout revenu... En fait, c'est une entreprise, les coûts, comment on appelle ça? La structure, les dépenses en termes d'infrastructure n'augmentent pas énormément. Ok, donc comme ça, on arrive à dégager ici des économies d'échelle. Et il faut également mentionner que par rapport il y a également ici, comment on appelle ça? Il faut également mentionner que sur les dernières années, le chiffre d'affaires, les bénéfices nets ont drastiquement augmenté. Donc, ce qui permet ici de générer, si je prends les bénéfices du point de vue volume, donc vous pouvez, enfin, c'est pas généralement ici, c'est le NOPAT qu'on utilise pour ce calcul-là. Où est-ce qu'il est? Ici, parce que voilà, NOPAT, il est là. Net Operating Profit After Taxes, voilà. Donc, on a une certaine augmentation de cet élément-ci,
ok? Donc, ce qui favorise généralement, c'est l'augmentation du ROIC. Parce que vous allez également voir qu'au niveau du ROIC, le calcul moyen ici par rapport Average Invested Capital, voilà, il a également drastiquement diminué sur les dernières années. La question vraiment à se poser, c'est pourquoi est-ce que le Invested Capital a diminué? De quoi est-ce qu'il est constitué? Et vous allez voir que quand il commence à diminuer, le ROIC augmente énormément. Allez-y, regardez, juste par curiosité. Comme je l'ai toujours dit, c'est important de connaître à peu près quel est le calcul derrière ces différents éléments-là, avant juste de mentionner que oui, le ROIC est inférieur à 10%, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Il faut aller vérifier. Parfois, ça peut être inférieur à 10%, mais en réalité, la réalité est totalement différente. On peut avoir un ROIC qui est même supérieur à 30%, alors qu'à la base, un ROIC ajusté, alors qu'à la base, il était de 10%. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Pour les plus curieux, allez-y regarder. Bref, on revient ici et on termine notre note. Donc, ces éléments permettent aux entreprises du secteur de tirer leur épingle du jeu dans un environnement pourtant exigeant. Donc, voilà. Donc, plusieurs facteurs expliquent cette trajectoire ascendante. Pourquoi est-ce que ces entreprises ont une belle performance en termes de BPA? Premièrement, vous avez la solidité opérationnelle. Le segment pharmaceutique américain affiche des résultats en nette amélioration, ce qui dope les bénéfices à l'échelle du secteur. OK? Donc, tout le monde se comporte bien. Enfin, quand on prend dans la généralité, en termes de chiffre d'affaires, tout le monde mange. D'accord? Et qui sont nos clients? Posez-vous les bonnes questions. Si nos clients ne souffrent pas, nous également, ça va très bien se passer. Donc, les distributeurs ont su optimiser leur processus pour répondre à une demande croissante tout en maintenant une qualité de service irréprochable. Deuxième point, vous avez une gestion intelligente du capital. Les programmes récents de rachat d'actions ont permis de réduire le nombre d'actions en circulation, augmentant ainsi le BPA. Parce qu'ici, nous, on parle du BPA. Pourquoi est-ce qu'on attend une belle performance ici? Parce que, voilà, le rachat d'actions a également son rôle à jouer dessus. Donc, cette stratégie soutenue par des flux de trésorerie stables montre une gestion financière disciplinée et tournée vers la création de valeur pour les actionnaires. Troisième point, vous avez des contrats stratégiques. Un partenariat majeur avec un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, un PBM ici, devrait booster les revenus et les marges. Ce type d'accord renforce la position des distributeurs comme acteurs incontournables dans la chaîne de valeur pharmaceutique. On va se dire ici une chose. En fait, le contrat concerne une seule entreprise. J'en ai cité 3. Les 3 entreprises détiennent 90% du secteur, mais tout le monde n'a pas la même marge de bénéfice. Tout le monde n'a pas les mêmes parts de marché. OK? Donc, parmi les 3 entreprises que j'ai citées précédemment, Cencora, CAH et McKesson. OK? Et donc, juste un contrat majeur sur McKesson ou sur CAH ou sur Cardinal Health ou bien Cencora peut avoir un impact sur l'ensemble de l'industrie. Mais regardez également les risques. Allez-y, regardez qui sont nos clients. Certaines de ces entreprises-là dépendent parfois des compagnies comme Walgreens qui s'est fait racheter dernièrement ici. La fameuse Walgreens que certains ont acheté pour le dividende. Bref, on ne va pas revenir dessus. Donc, ce sont également des entreprises. Pour ceux qui recherchent des dividendes, parfois je n'en parle pas. Mais voilà des entreprises qui vont avoir tendance à avoir des dividendes croissants demain. Et tout le monde va être étonné. Parce que regardez, moi la façon dont je le vois ici, c'est simple. Ces entreprises, en date d'aujourd'hui, si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, si je prends en moyenne mon prix moyen, je dis bien en date d'aujourd'hui, on aura à peu près un dividende, j'aurai à peu près un dividende de 16%. Et si je regarde 2028 par rapport à McKesson, je prends mon prix moyen ici, j'aurai à peu près aux alentours, et quand je dis le prix moyen, c'est une estimation, hein, ok? Donc, ça, c'est pas 200 exactement, d'accord? Donc, j'aurai à peu près un dividende aux alentours de 23,5%. Imaginez que cette compagnie ne distribue uniquement, en termes de payout ratio, disons 50%. Je pourrais m'attendre au moins à 10% par rapport à mon prix d'acquisition. Pourtant, quand je l'ai acheté, le dividende ne change pas énormément. Ça augmente, mais ça n'augmente pas rapidement. Il est de l'ordre de 0,41%. Donc, on s'est dit ici, oh, il est trop petit. Les amis, vous regardez la mauvaise chose. C'est comme si on vous montrait le soleil et vous regardiez juste le bout de mon doigt. Non, non, non. Il faut regarder, c'est là-bas, c'est le soleil qui compte. OK? On regarde les bénéfices. De ces bénéfices-là dépendent, parce que la politique ici et encore, je reçois déjà une grosse partie de ce rendement-là parce qu'on rachète des actions shareholder yield. Si on rembourse la dette, c'est bien pour l'actionnaire. Si on rachète des actions, c'est bien pour l'actionnaire. Si on paie un dividende, c'est également une bonne chose pour l'actionnaire. Tant qu'on le fait avec les free cash flow. Parce que si on rachète des actions
en s'endettant, je n'aime pas ça. Si on paie un dividende en s'endettant, je n'aime pas ça. Bref, c'est pas un cours, c'est pas un exposé sur les dividendes ici, mais quand vous arrivez sur cette chaîne, il faut penser autrement. Tout ce que vous avez appris ailleurs, vous oubliez. Enfin, vous allez vous-même juger si c'était important ou pas du tout. D'accord? Ici, on arrive avec un nouveau paradigme. On est là pour faire du stock picking de manière sérieuse. Donc, quand on regarde les chiffres, on les regarde avec une certaine retenue de manière générale. OK? Donc, si on revient à peu près sur une autre analyse, pour la terminer ici rapidement sur la présentation, ce n'est pas une analyse de manière générale. Donc, ce type d'accord renforce les positions des distributeurs comme acteurs incontournables de la chaîne de valeur pharmaceutique. Et juste par curiosité, l'accord a été signé avec quelle compagnie? OK? Pour ceux qui ont tendance à lire en description. Laissez-moi savoir en commentaire. Alors, en résumé, les distributeurs de soins de santé sont sur une trajectoire prometteuse pour le T1 2025. Leur capacité à exécuter leurs opérations avec efficacité, à gérer leur capital de manière stratégique et à nouer des partenariats commerciaux clés les place en pole position pour une croissance soutenue, en tout cas du moins au T1 2025. Dans un secteur où la fiabilité et l'innovation sont essentielles, ces entreprises démontrent qu'elles ont les atouts pour relever les défis et saisir les opportunités. Donc, pour le T1 2025, ces entreprises-là, si je devais être forcé à acheter certaines, bon, je vais regarder en priorité ces différentes entreprises. D'accord? Je ne vous demande pas d'aller acheter quoi que ce soit. Encore, comme je l'ai toujours dit ici, vous voulez investir avec conviction, il faut lire les rapports financiers. D'accord? Si vous ne savez pas le faire, vous voulez apprendre à le faire, le service Top Premium pourrait être intéressant pour vous. Ou bien également, vous pouvez vous permettre ici d'acheter un livre, ou voilà, et voilà, commencer à bosser de votre côté. De toute façon, l'une des meilleures formations, la meilleure formation, c'est la pratique. C'est la pratique. D'accord? Ça ne sert à rien de lire 4 milliards de livres ici sans pratiquer. Il faut être curieux, ouvert intellectuellement et assez humble. OK? Donc, ceci, on va se dire que ce sont les attentes après la lecture des rapports financiers du dernier trimestre par rapport à toutes ces différentes entités-là. Maintenant, si on va dans le sens contraire de ce que moi j'attends, je prends note. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit précédemment? Et ça me permettra ici de tenir le management ici responsable. Là, je pourrais me dire, oh, voilà quelqu'un qui m'a annoncé ceci et on a eu le contraire. Est-ce que s'il annonce maintenant un autre chiffre, je vais le croire? Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium pour ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse afin d'investir avec conviction. Pour le reste, achetez des ETF. Merci, au revoir.